Madame et Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Sa disparition ce matin n'a laissé personne indifférente. Esther Stefana nous a quittés. Elle était âgée de 72 ans. Esther, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans à son premier enregistrement devenue une icône. Tout est fait pour qu'une délégation polynésienne puisse participer à la table ronde autour des essais nucléaires. L'ancien PDG de l'EDT, Joël Alain, a été chargé de toute l'organisation au départ et au retour des représentants, mais il y a quelques réticences. C'est ce que nous allons voir avec le président du pays, donc il est notre invité ce soir. Une manière de soutenir toute initiative entrepreneuriale. Le ministre des Outre-mer s'est rendu à la nouvelle exploitation de bois de Hivaoa, un secteur, nous dit-on, qui promet. Le Hiva des écoles s'apprête à envahir la scène de la place Kowata. C'est ce soir à 19h, un spectacle préparé par Macau Foster. La marche inexorable du temps qui passe, quelquefois laisse des traces dans le cœur des gens. Esther nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 72 ans, moins de 2 ans après Loma. La disparition d'Esther Stefana ferme tout doucement la page évocatrice des 30 glorieuses, des nuits festives de propriété d'une certaine époque. Elle était de cette génération qui a pratiquement inventé la musique polynésienne telle qu'elle existe aujourd'hui encore. Évocation Heidienko. Une des plus belles voix polynésiennes n'est plus, Esther Stefana, pilier de la musique du Fénois, a tiré sa révérence. La chance qu'avait Esther, elle me le disait également, c'est d'avoir été témoin des répétitions du Queen's. Lorsque je jouais Mala au Queen's, lorsque je jouais Makitu au Queen's, elle était là. Le Queen's, c'est en effet son creuset, là où elle se cachait pour écouter son père Papillon jouer. Après un premier disque enregistré à 15 ans, elle continue dans la musique, notamment avec les Barefoot Boys. Elle a profondément envoyé sa voix dans les ménages, dans tous les foyers, non seulement en Polynésie, en Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Japon, partout la voix d'Esther a fait vibrer les cœurs. Esther fait en effet le tour du monde pour promouvoir le Fénois et sa musique et milite aussi pour les droits des artistes polynésiens. Je pense notamment à la place de la chanson pour tous les artistes. Je pense que ça a été son combat aussi de faire valoriser les artistes du pays. Son travail, c'était de donner une meilleure image de la Polynésie française à travers ses missions par rapport au tourisme. Mais c'est vrai qu'elle avait à cœur son pays. Esther, c'est 60 ans de chansons polynésiennes, des mélodies toujours dans le style du Queen's, des ballades romantiques ou qui comptent les beautés de nos îles et de ses habitants. Oui, j'ai toujours été très attirée par les vieilles romances, comme on dit, vieilles chansons. Certains diront qu'elle n'a pas voulu évoluer avec le temps. C'est bien aussi. C'est bien aussi qu'Esther est restée dans ce style. Cela nous permet de nous souvenir et de ne pas oublier que sans ces chanteurs d'autrefois, nous qui aujourd'hui sommes auteurs, compositeurs, artistes à notre échelle, on ne serait pas non plus arrivés. Esther avait quitté la scène, mais continuait à chanter, notamment dans le cercle intime, en famille et entre amis. On est vendredi. Elle m'a appelé mardi. Parce que tous les semaines, on est réunis, on a un petit groupe à nous. Alors avant, il y avait Loma, il y avait aussi Esther, et il y avait moi. Pour parler un peu des anciennes histoires. Esther n'est plus, mais ses mélodies demeurent, inscrites à tout jamais dans le patrimoine culturel et musical polynésien. Président, bonsoir. Je vous sens très ému. Ouais. Disparition d'Esther, c'est pas n'importe qui. Ouais. Elle fait partie de votre histoire, de notre jeunesse, et aujourd'hui, elle nous laisse un patrimoine important. D'abord dans nos cœurs et puis dans la vie. Dans la vie, oui, je crois qu'effectivement, c'est la disparition d'une icône de la chanson polynésienne. Et c'est vrai que
personne ne peut être insensible à cette disparition parce qu'elle a marqué nos cœurs. Elle a été l'ambassadrice de la chanson polynésienne. Mais la chanson polynésienne qui effectivement, et vous vous êtes rendu compte que sur les rythmes des chants qu'elle interprétait, elle était plus dans la mélancolie, dans la douceur. C'est une femme qui a chanté la Polynésie et qui a chanté l'âme polynésienne. Elle a travaillé effectivement au GUE Traité Tourisme et je crois qu'elle a été porteuse d'un message. Et ce message que l'on retient aujourd'hui, ce message de sympathie, d'accueil, le sourire, elle l'avait toujours. Donc voilà, ça fait mal. Effectivement, ça nous fait mal tous. Mais je pense aussi à son fils, je pense à sa petite famille, puisque ces derniers jours, elle a quand même, je crois que Esther, effectivement, a été assez faible. Elle a eu un accident, elle a eu une maladie, et puis voilà, elle ne voulait plus paraître en scène. Et c'était bien dommage, parce qu'avec elle et Moana, Mamatoua, nous avions dans l'esprit de créer un concert, comme nous l'avons fait pour Bobby, où on chanterait les chants que Esther a toujours chanté. Il y en a quelques-unes de ces chansons. Mais bon, elle est partie avant et voilà, ça nous fait mal. Esther, c'est pas seulement ce patrimoine culturel qu'on représente. La chanson qu'elle adore, c'est également toute l'histoire. Une page de notre histoire. Bien sûr, elle a commencé avec le Queen's, elle a fait toute l'histoire moderne de la Polynésie française. Et effectivement, ce qui a été extraordinaire avec elle, c'est qu'elle n'a pas voulu sortir de cette mélodie, elle n'a pas voulu sortir de ce charme de la chanson tahitienne, que tous les papas qui viennent ici aiment Esther. Ils apprécient Esther parce que effectivement, elle traduit l'âme polynésienne dans ses chansons. Et puis elle avait quelque chose que les autres n'ont pas. Quoi. Enfin, voilà. D'accord. Alors, nous allons préciser tout de suite que la dépouille d'Esther sera exposée dans la salle du conseil municipal de Papeete dimanche à partir de 17h. Et puis, évidemment, je profite de l'occasion pour présenter nos condoléances au nom de la direction, au nom des journalistes, au nom des techniciens, nos condoléances à la famille d'Esther Stéphana. On change, on passe à toute autre chose. Joël Alain, ancien PDG de l'EDT, a été nommé officiellement délégué coordonnateur de la table ronde autour des essais nucléaires qui se tiendra en juin prochain à Paris. Dans ses propos dès sa nomination, il a repris 2 maîtres mots évoqués par le président Fritsch, justice et vérité. La délégation portera le nom de Recotica, retenez-le. Mais bien des associations sont sceptiques. Voyons cela avec ce reportage de Stefano Rattino et Nicolas Suir. On y va. Verra-t-on un jour clair dans l'histoire du fait nucléaire? L'État le promet, la transparence sera de mise. Les temps ont changé. Une autre génération à Paris est en responsabilité. Un dialogue vérité et justice est prévu. Mais ici, que fera-t-on? Ira-t-on? N'ira-t-on pas? La question nucléaire est un sujet sociétal d'importance. Le CEP et les cicatrices du moment, AAO, nombreux sont ceux qui y ont travaillé de très longues années. Ils suivent le débat, ils attendent une union forte des Polynésiens, leur souhait, avancer enfin. Que l'État français assume ses responsabilités et soigne le pays. Et c'est sûr, il ne faut pas que ce soit la CPS, ça nous creuse encore le déficit. Les Français vont se dire, mettez-vous d'accord entre vous et amenez un papier, pas un dossier. Rassembler, la tâche ne sera pas facile. Joël Alain a de la méthode, une connaissance fine de la science administrative. Mais sur le chemin, des obstacles attendus. D'ores et déjà, l'Église protestante ne veut pas aller à Paris, à la table ronde. Ça fait 50 ans. Il y avait déjà eu des tables rondes avant ça, avant celui qu'on emmène à Paris. Mais je crois que, comme on l'avait dit au ministre, que c'est plus la peine de discuter. Pour voir la réalité des choses, les gens meurent. Après cette discussion, il y a encore des gens qui meurent. Le père Auguste et ses amis réfléchissent. Rien n'est décidé. L'association 193 a des préalables. Pareil, un éventail dont les chapitres vont de l'extrême urgence à la discussion plus fine. Ils ont attendu le ministre, mais... Vous croyez cette phrase, nous sommes prêts à tout assumer? C'est ce que vous a dit monsieur le Cornu ici à Papeete. Ben, je suis comme saint Thomas. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils mettent derrière cette phrase tout assumé. Pour nous, tout assumé, l'État est coupable des essais nucléaires ici. Et donc, si l'État est coupable et qu'il y a des victimes, l'État doit demander pardon. Mais il n'y a pas pour nous de juste pardon s'il n'y a pas de véritable réparation.
L'historien Jean-Marc Regnault va bientôt publier un livre sur le nucléaire en Océanie. Son observation sur la longue durée du débat public certifie une lente métamorphose. Le sujet est moins tabou que naguère, même s'il n'est pas totalement encore documenté. Depuis l'arrêt des essais, on avance un peu, toujours plus, dans la vérité. Et ceux qui, encore, à la fin du XXe siècle, estimaient qu'il n'y avait pas eu de danger ou pas de dégâts, ont changé d'idée. Donc, on avance progressivement. Alors, cette commission nouvelle, si elle fait encore avancer les choses un peu plus, c'est très bien. Notamment si on obtient l'accès à des archives qui jusque-là étaient interdites. Question, les positions d'aujourd'hui vont-elles évoluer? Une commission, c'est une négociation, ce point subtil où l'éthique doit rencontrer la responsabilité. La première question qui vient à l'esprit, Monsieur le Président, c'est, je parlais de réticence. Ce qui est sûr, pour l'Église protestante Montreuil, elle ne veut pas y aller. Il y a une petite hésitation encore au niveau de l'association 193. Qu'est-ce qui se passera s'il n'y a personne pour y aller? Non, il y aura, je pense, je reste optimiste là-dessus parce que ce serait une erreur de notre place de laisser cette chaise vide. Nous avons une invitation du président de la République qui, effectivement, il aurait pu dire, ok, d'accord, vous organisez ça en Polynésie. Non. Il a souhaité que ça se passe à Paris parce que la vérité aussi est à Paris. Il y a des organismes là-bas que nous avons besoin d'entendre, je pense au CEA en particulier. Donc il nous faut cette vérité. Mais je comprends les réticences. Effectivement, ça fait quelques années qu'on en parle, mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, cette page du nucléaire qui est là et qu'on ne peut pas effacer. Mais il faut qu'à un moment donné, nous arrivions à la tourner avec cette conquête de la vérité pour derrière regarder l'avenir, parce que malgré tout on va pas se morfondre et continuer à discuter sur les dégâts du nucléaire, alors que notre souci à tous aujourd'hui, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer de l'activité, et là il faut qu'avec la vérité nous ayons derrière de la justice. C'est ça pour moi la justice, c'est que derrière effectivement l'État nous accompagne un peu plus pour que nous puissions reconstruire notre économie qui a été mise à mal par l'arrivée du CEP. L'une des raisons qui font hésiter un certain nombre d'associations, parmi lesquelles Morlo et Tato, il s'agit le ministre l'a évoqué mardi soir ici même, cette nouvelle forme, ou alors cette modification qu'il souhaite apporter au système d'indemnisation. En quoi consiste véritablement la nouvelle forme d'indemnisation qui... C'est ce qu'il faut qu'on aille dire à Paris. Il faut s'exprimer là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une position de critique permanente. Oui. Il y avait effectivement les preuves à apporter. Ensuite, il y a eu ce milice verte. Et puis voilà. Je l'ai dit au président Macron que, par exemple, sur les Polynésiens qui ont travaillé à Mururoa, on ne devrait même pas constituer de dossier. Dès lors où ils ont servi à Mururoa, ils ont été exposés, puisqu'on parle aujourd'hui de l'exposition de l'ensemble de la Polynésie française. Il faut que les choses soient plus... Mais je puis vous assurer que le président Macron est décidé, et c'est ce qu'il m'a dit à l'issue de cette table ronde, il faut que la concrétisation des engagements de l'État soit faite. Et je veux une feuille de route pour que d'ici 5 ans, 10 ans, nous puissions effectivement réparer complètement et reconstruire cette Polynésie. Ce qui est important, c'est que, effectivement, Emmanuel Macron, ou alors le ministre, il a répété, cette génération-là a récupéré le dossier. Ça, c'est important. C'est une forme de sincérité. Mais bon, maintenant, faut-il savoir, est-ce que véritablement ils vont aller jusqu'au bout pour indemniser pratiquement tout le monde? Vous savez, si nous voulons savoir s'ils vont aller jusqu'au bout ou pas, il faut commencer par discuter, il faut se mettre autour de cette table, et puis surtout, il faut que nous soyons unis. Vous avez entendu dans votre reportage, les Polynésiens sont convaincus que si nous sommes unis, nous pourrons obtenir quelque chose. C'est pas dans notre division que l'on pourra aller défendre des positions à Paris. Nous devons, et c'est le but de Télékotika, c'est de mettre tout le monde ici à Tahiti avant de partir sur Paris, et puis de poser les questions que nous voulons poser tous ensemble. Que ça soit posé par l'une des associations ou par un parlementaire. En fin de compte, ce n'est pas un vrai problème. Le problème, c'est que la Polynésie pose les questions dont elle a besoin d'avoir des réponses, et c'est ce qu'on va faire.
Alors, on passe maintenant aux marquises. La délégation ministérielle est allée à la rencontre des gens de la société d'exploitation de bois de Hiva-Oa. Elle existe depuis plusieurs années maintenant. Le secteur aujourd'hui est en pleine expansion. Notre équipe était déjà sur place. Elle est allée à la rencontre de cette entreprise. Il s'agit d'Ayata Taraou et Sandroli. On y va. Avec 619 hectares de forêt, la sylviculture à Hiva-Oa a de l'avenir. À mon avis, il y a des jeunes, il n'y a pas de travail, quoi. Parce que là, on a embauché encore deux personnes pour travailler, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est le bois. Le bois, comme il y a plein de bois chez nous, c'est bien de travailler dessus. Après 5 ans d'existence, cette société d'exploitation compte seulement 13 salariés. La faute aux importations. Le temps d'arriver sur les marchés, on n'arrive pas à être concurrentiel en plus avec les producteurs étrangers, qui sont des grosses structures sur des pays continentaux. Nous, on est dans un endroit très insulaire. Donc ça a mis vraiment du temps, mais c'est vraiment la plus-value du travail local qui fait que ça a pu fonctionner. Une décision politique attendue depuis des années a également redonné de la valeur à la production des forêts. Le pin des Caraïbes, notamment, aujourd'hui arrivé à maturité. Nous avons fait valider depuis 3 ans maintenant le Pinus comme bois de construction avec des certifications qui sont officielles. Il y a aussi un investissement à faire ici dans une autoclave, ici aux Marquises. L'autoclave, c'est pour traiter le bois dès la coupe, pour ensuite le distribuer dans les marchés de Tahiti et de toute la Polynésie. Grâce à l'appui des pouvoirs publics, cette société s'étend à Nukuhiva. La SAS Bois des Marquises a remporté l'appel à candidature pour exploiter le massif de Pinus de To'ovi'i, un domaine de 655 hectares avec la promesse d'une trentaine d'emplois directs. Ça, c'est une initiative qu'il faut saluer, Président. Oui, bien sûr, et que nous soutenons d'ailleurs. Oui. Nous soutenons fortement. Et je suis heureux que l'appel d'offres sur Nukuhiva est attribué aujourd'hui à la même société. Mais ce qu'il nous faut, c'est nous battre pour que les consommateurs polynésiens utilisent plus le Pinus des Marquises ou le Pinus des Australes que le Douglas qui nous vient des États-Unis. Venons à ce protocole, la signature de ce protocole d'accord à propos de la Convention santé et solidarité signée à Hiva-Oa, vous y étiez, la contribution de l'État a augmenté, je crois, 1,6 milliard ou presque. Que comptez-vous financer avec ça? Alors, d'abord, il faut financer nos équipements. Ouais. Nous avons encore besoin de nous équiper, tant à l'hôpital de Taoné que dans les hôpitaux déconcentrés. Je pense à Taïwan et je pense aussi aux îles Sullivan, parce qu'il nous faut nous doter d'instruments fiables aujourd'hui et surtout de fortes technologies pour pouvoir dépister les cancers et les maladies du pays. Donc, cette convention va nous accompagner pour le financement de ces investissements. Et puis, il y a une partie beaucoup plus de fonctionnement d'exploitation. C'est donc la possibilité aujourd'hui pour la Polynésie française de faire venir des spécialistes ici en Polynésie française pour nous accompagner pour le dépistage des cancers, pour les soins. Puisque, vous savez, aujourd'hui, nous recevons déjà de l'Université de Bordeaux près d'une 50aine d'internes d'hôpitaux qui viennent ici en stage, mais qui nous aident effectivement. Donc, là, on met le focus sur le cancer, avec derrière, effectivement, et j'espère que le président de la République annoncera officiellement, la création d'un institut du cancer ici en Polynésie française, car il y a effectivement beaucoup à faire dans ce domaine, et je pense que la Polynésie est aujourd'hui prête pour accueillir un tel institut. Et il est d'accord sur le principe de... Il est d'accord. Bon. Ah oui. Le ministre des Outre-mer, à quelques heures de son départ pour Paris, avant de quitter les Marquises, il a accordé un entretien à notre consoeur Ayata Taraou sur le bilan de son séjour d'une semaine à peu près en Polynésie. Nous l'écoutons. La différence, malgré tout, quand même, il faut bien le reconnaître, elle s'exprime aussi par l'éloignement de l'Hexagone. C'est aussi pour ça que, pour moi, c'était important de repasser des messages forts sur le Covid et sur la vaccination, parce qu'on a fait un choix de solidarité important, que cela soit pour le soutien à l'économie, comme pour l'apport massif de doses de vaccins. Et cet éloignement-là, il ne doit pas nous créer, justement, une distance inutile entre l'Hexagone et la Polynésie française. Ça sera d'ailleurs aussi le sens de la visite du président de la République avant
avant la fin du quinquennat ici cet été, au mois de juillet en tout cas, donc dans l'été parisien, ici en Polynésie française. Après, on est dans une collectivité du Pacifique qui a beaucoup d'autonomie, donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de sujets dont on a parlé toute cette semaine qui parfois échappent à la compétence de l'État, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un dialogue avec le pays sur ces thèmes d'actualité, parce qu'après tout, ce sont des réalités que vivent nos concitoyens au quotidien. Donc c'est vrai que il y a une dimension partenariale entre le pays, les communes et l'État qui est peut-être plus spécifique qu'ailleurs, puisque l'État, au fond, n'est parfois plus compétent sur grand-chose, si ce n'est le régalien. Et puis bien sûr, on a quand même des moyens financiers pour venir aider. Justement, on a vu ces dernières années que les relations entre l'État et le gouvernement de la Polynésie s'étaient beaucoup améliorées. Ça augure quoi dans l'avenir ? Vous savez pourquoi ça s'est rapproché au-delà des bonnes ententes personnelles et amicales, c'est tout simplement que c'est très compliqué de faire avancer des dossiers, de régler les problèmes quotidiens des gens en se mettant sur la figure. C'est très compliqué en faisant des divisions, c'est très compliqué en faisant des soustractions. Et souvent, certains politiciens ont cru bon de devoir jouer une carte farouche contre l'État, mais pour mieux garder leur précaré politique personnel, ça ne menait nulle part. Moi, je ne suis pas candidat ici à une élection en Polynésie française. Mon seul objectif, c'est que les dossiers avancent. C'est plus facile quand on fait des additions que des soustractions et des divisions. Et c'est vrai que on n'est pas toujours d'accord avec Edouard Fritsch. Parfois, il y a des sujets sur lesquels il y a des discussions. Enfin, on cherche à bien faire dans ses compétences et dans les miennes. Et évidemment, ça permet de faire avancer un certain nombre de dossiers. On l'a vu ces derniers jours. Et la Polynésie a une place importante aussi dans la géopolitique. Oui, je pense que je suis frappé de voir d'ailleurs que les Polynésiennes et les Polynésiens, c'est peut-être aussi le Covid qui est passé par là, mais il ne faut pas se replier sur soi-même. La Polynésie, c'est l'ouverture à l'Indo-Pacifique, c'est l'ouverture à une économie bleue qui est complètement nouvelle. Il y a une ouverture stratégique entre l'Inde, la Chine et les États-Unis. On ne peut pas ne pas voir aussi les modifications de politique, de diplomatie de ces grands pays. Et là, il y a quelques promesses de développement pour l'avenir. Regardons aussi de près l'ensemble des micro-États du Pacifique après Covid. Ça va être assez triste, malheureusement, parce qu'il n'y a pas les PGE, il n'y a pas les fonds de solidarité qui ont été mis en place par l'État ou les fonds spécifiques tels dièse mis en place par le pays. La vaccination ne se fait pas avec les mêmes vaccins, ne se fait pas au même rythme. Et donc, le Covid va quand même, mine de rien, beaucoup bouleverser ça. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des opportunités formidables pour l'économie polynésienne. Et pas que touristique. On vient de visiter ici une scierie et avec de la filière bois, l'agriculture, etc. Bref, il y a des opportunités qui vont être à prendre. En revanche, il faut se tenir prêt à les prendre. Dernière question, le nucléaire, vous avez beaucoup évoqué le fait de ne plus revenir sur le passé, mais de regarder l'avenir. Concrètement, ça signifie quoi pour vous ? Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le passé, parce que je ne voudrais pas qu'à travers cette phrase que j'ai eue, on imagine que je veux minorer les choses du passé. Je dis juste, c'est qu'il y a toute une jeunesse qui me pose des questions qui sont très claires. L'emploi, la capacité à aller dans l'Hexagone et à revenir ici au pays, l'accès à une formation. Les jeunes filles au SMA m'ont aussi parlé de leur vie quotidienne, de là où elles venaient. Je veux juste qu'on fasse bien attention à ce qu'on ne prenne pas plusieurs années à étouffer toute une génération qui a aussi envie d'entendre des choses sur le nucléaire, mais a aussi envie d'avoir des réponses sur le reste. Et c'est juste ça dont il faut prendre garde, et c'est ma sensibilité de jeune homme peut-être aussi, c'est qu'il faut répondre aux deux en même temps. En tout cas, c'est ce que veut faire Edouard Fritsch, et moi je suis complètement partisan de faire cela. Président, on l'a bien entendu, donc les relations entre Paris Propriété sont au beau fixe, à moins que vous échouiez sur la table ronde, ce qui pourrait contaminer en quelque sorte, les essais nucléaires pourraient contaminer vos relations. En tous les cas, je n'espère pas. Il n'a pas dit une chose qui est importante aussi, c'est que si aujourd'hui les relations entre Paris et la Polynésie vont bien, c'est parce que nous sommes sortis complètement de l'instabilité. Ça, c'est important. Effectivement, nous donnons l'image à Paris d'une population d'élus unis, malgré l'existence d'une opposition. Mais voilà, c'est stable. On ne joue plus comme on a joué pendant quelques années à celui qui attrape le pouvoir. Aujourd'hui, la vie démocratique est une réalité en Polynésie française et on arrive donc à avancer. Merci, Président, de votre visite. On se retrouve vers la fin de ce journal. Au plan social, toujours pas d'avancée chez Sabena Technique, située sur la plateforme de l'aéroport de Tahiti-Wha. 60 employés de l'antenne locale sont en débrayage depuis vendredi dernier. Ils craignent de perdre leur poste. L'entreprise qui les emploie a perdu le marché de l'entretien des aéronefs militaires basés à Tahiti. Les grévistes ont rencontré le ministre des Outre-mer et les différents représentants syndicaux, mais cela n'a pas rassuré le personnel en grève. Patrick Joly,
délégué syndical UNSA, Sabena, interrogé par Hubert Liao. Écoute. On a rencontré plusieurs personnalités, dont le ministre, son secrétaire, Nicole Bouteau, Nicole Sanquer, Moetei Waterson. Certains ont mené des actions, ont écrit à des personnes au ministre des Armées, et donc on attend maintenant les actes qui vont suivre. Dès qu'il y aura des actes qui seront positifs pour nous, on arrêtera la grève. D'accord. Au tribunal, l'affaire de l'accident mortel survenu à Pueo le 14 mars dernier, au cours duquel une dame a trouvé la mort. Le conducteur fautif a écopé de 4 ans de prison, dont 1 an de sursis. L'homme était en état d'ébriété lors de l'accident. Son permis lui a été retiré. Il devra suivre une psychothérapie. L'école de danse Tamariki Poirani de Macau Foster se prépare pour sa grande soirée de gala. Une centaine de danseuses et de danseurs vont se produire ce soir, place Toata. C'est dans quelques minutes, un moment qu'elles attendaient depuis plus d'1 an. Teo Fotopuava et Hirotero Roto sont allés voir les derniers préparatifs. Les commentaires sont de Juan Potoru. Après 1 an et demi d'absence, c'est le grand retour pour Macau Foster et son école Tamariki Poirani sur la scène à Toata. On finalise les derniers détails avant l'entrée en scène ce soir. Les élèves sont fin prêts pour le spectacle, la consécration, après des mois de préparation. Le thème, c'est de pouvoir apprendre, coordonner, avoir la grâce, le sourire, la coordination de la musique, l'écoute, enfin, c'est tout ça. Elles vont mettre ça en place. Et elles ont appris à compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, justement. Le tour propre, c'est vraiment riche aussi. Hein. C'est le plus important, c'est la base. Par contre, l'année prochaine, on aura vraiment un thème, alors on fera autrement. Et parmi la centaine de danseuses en lice, on retrouve la jeune Okotei, une future étoile du Horitehiti. Elle trépigne déjà à l'idée d'être sous les feux des projecteurs. On est tous contents puisqu'on va reprendre. Mais à cause du Covid, ça va pas être génial. C'est mieux quand il n'y avait pas encore le Covid. Parce que tu fais pas 1 mètre de distance, tu mets pas le masque. Voilà. Et on va danser le Ota Aratei, le Bora Bora, Terevaneyo. Et enfin, à la finale, on va danser le Ota Paea. C'est sûr, comme chaque année, l'école de danse Tamariki Poirani illuminera Toata ce soir. À noter exceptionnellement, elle sera la seule école sur scène à produire son spectacle, soit 2 heures de gala au total. Votre programme ce soir sur la Une, juste après cette édition, l'hommage à Papa Chota, disparu lui aussi récemment, suivi d'un documentaire sur Christophe Maé. Nous avons choisi pour fermer cette édition d'évoquer la mort d'une de nos plus grandes artistes, celle qui porte en elle toute la tradition du himene au sens moderne du terme, le upa, le autora, le reonavenavel, la musique polynésienne ensemble. Esther Tefana partie à 72 ans des suites d'une très longue maladie. Avant ses funérailles, non encore publiées, sa dépouille sera exposée dans la salle du conseil municipal de propriété dimanche à partir de 17h. Et nous refermons cette édition sur ces images d'un duo surprenant. Esther Tefana, artiste de métier, et Edward Rich, qui n'a pas pu résister. Bonsoir et à bientôt. Eia he pohe he, whaore na turiri. O e hoa, tau I here. Ai ta paha o e hamana o. E ua here ia oe. I te toe toe I te po. E o te vea vea o te mahana. Tataraha pai hora
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.